Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique. Cette fois-ci on va changer un peu de registre. Après les films d'action américains n'en plus finir et des gros blockbusters bien boursouflés, eh bien nous allons revenir à quelque chose d'un petit peu plus simple. Quelque chose de l'ordre du documentaire avec The Atomic Café. Il y aura des explosions dans ce film. C'est un film de 1982 produit, réalisé par Jane Lowder et Kevin et Pierce Rafferty. C'est un documentaire donc qui a reçu d'excellentes critiques. Il dure 1h26 et que présente ce documentaire, ça parle de quoi? Eh bien c'est un montage d'images d'archives qui rend compte de la culture de la bombe atomique des années 50 et 60, avec des chansons, des objets à vendre, la promotion, des idées préconçues du nucléaire, de la bombe atomique. On parle ici de l'ambiance autour de la guerre nucléaire, un montage de ces archives avec des choses plus récentes qui viennent contredire les propos de l'époque. Alors, film pas du tout connu en France, c'est typiquement ce qui ne passe pas la frontière, et c'est bien sûr un film qui présente l'opinion et la culture américaine autour de la bombe nucléaire, donc quelque chose qui est très ciblé. Alors c'est un sujet qui m'a complètement étonné. Alors il y a eu beaucoup d'écrits sur cette époque qui présentait le film. Alors bon, je dois bien vous avouer que ça m'a passé un petit peu au-dessus. Je n'allais pas pour cette critique faire toute l'histoire américaine. Mais ma vidéo n'est pas là pour faire un cours d'histoire. Le film est par contre riche à ce niveau-là. Le film va partir de l'histoire pour construire son propos. Il y a une brève euphorie après les événements de Hiroshima et Nagasaki. Le film nous rend compte de cela parce que, avec cette puissance atomique, les États-Unis allaient dissuader les autres pays de faire une autre grande guerre. Mais c'était sans compter les Russes, et hop, dans le film, on nous narre cette escalade qui a commencé. La narration est dans l'ordre chronologique de l'histoire de la bombe atomique. Il y a quand même une certaine logique chronologique. Après, il y a des questionnements que le film nous pose régulièrement. Il nous pose à nous, spectateurs contemporains, mais aussi aux gens de l'époque. Que représente la bombe symboliquement pour les Américains? Alors on essaye aussi d'expliquer la façon de penser des Américains. Le film montre la construction du genre, de la société patriarcale. Le documentaire montre tout cela à travers sa présentation des dangers de la bombe nucléaire. Et comment le gouvernement a utilisé le film pour former l'opinion publique. En anglais, j'ai lu to shape, c'est-à-dire faire les contours, quoi, donner une silhouette, donner une forme à l'opinion publique. C'est vraiment ça, c'est sculpter les idées du public. Alors le président Truman l'a appelé un don de Dieu, c'est quand même assez terrifiant, et ce qui est amusant, c'est que dans le film, dans le documentaire, on a le passage où Truman rit juste avant de prendre l'antenne pour nous parler de la bombe nucléaire. Il y a des blagues à la radio qui se font sur la bombe atomique, sur l'idée d'atome, des références aussi à l'administration réganienne pour qui ce film est une offense, qui a renforcé sa politique du nucléaire pour presque, osons le dire, menacer davantage la stratégie soviétique. C'est un film aussi qui est choquant. Il est choquant par les propos, mais il est aussi choquant par le visuel, les tests qui ont été faits sur des animaux. Le documentaire nous le montre, il n'a pas peur. Des tests pour observer et étudier la destruction nucléaire. On fait exploser une bombe atomique et on regarde les conséquences à différentes distances sur les cochons. Et ce sont des images qui sont très très choquantes. Alors je ne suis pas sûr que les enfants soient prêts pour ce documentaire, hein. Il y a des images vraiment violentes. Par exemple de cochons qui perdent leurs intestins. Voilà, de mémoire je crois que j'ai vu une ou deux images qui sont comme ça. Et bien sûr il y a un contexte historique lourd, c'est-à-dire que je veux dire par là qu'il faut avoir vécu un petit peu et avoir aussi eu quelques cours d'histoire, en principe aussi sur l'histoire américaine, pour comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous conseiller le film comme ça sans que vous ayez un minimum d'armes. Je prétends pas avoir vu énormément de choses sur l'histoire américaine, mais en voyant beaucoup de films américains, il y a 2-3 idées qui commencent à rentrer. Donc je pense qu'il faut être un petit peu, préparé quand on va voir ce film. Il y a un autre test qui a été filmé. Ce sont des rushs qui ont été utilisés pour le clip de Michael Field,
Nuclear, où on a les soldats qui ne sont vraiment pas loin du tout de l'explosion. On les voit avancer vers le champignon dans un désert. C'est une image très très forte, hein. Et on a un général qui te sort dans le documentaire « Oh, je ne joue pas avec les bombes comme avec de vulgaires jouets ». Et juste après, tu as les tests nucléaires sur Bikini, des terrains peuplés, donc avec des gens qui ont été là toute leur vie, et vierges. Et on se rend compte que les Américains sont aussi fous que les autres. Tu entends dans le montage le peuple qui y vit en train de chanter, donc des chants de là-bas, des chants pour eux qui sont évocateurs, et on a en même temps le décompte de la bombe. Le gouvernement a littéralement condamné des centaines de personnes parce que ils n'avaient pas calculé la force du vent qui allait déplacer les retombées radioactives des bombes dans le Pacifique. Le poisson devient radioactif et hop, il est vendu chez les Japonais à cause des Américains. Je ne vous parle pas de tout, mais il y a vraiment des choses révoltantes. D'après ce que j'ai lu, les Américains en 1982 avaient pas mal perdu leur confiance dans le gouvernement après la guerre du Vietnam, le scandale du Watergate et leur course sans fin avec l'Union soviétique. Le film est presque arrivé au bon moment. Roger Ebert parle du film, mon cher pote Roger, donc critique américain très connu et plutôt apprécié, reconnaissable et populaire. Il a vu le film en 1982. Il discute pas mal des méthodes du film, l'utilisation de films de l'armée, les news, les films de propagande, la musique et le discours politique. Après, sa critique est assez dure concernant The Atomic Café, mais je pense qu'au visionnage, il était exigeant, parce qu'il voyait que le sujet était intéressant et était riche. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a pas de structure narrative. Si le film a un message derrière, celui qui est évident, le nucléaire c'est mal, il est plus subtil. Il rappelle la manipulation du gouvernement et la création de climats d'angoisse. Comme le 11 septembre, nous avons vécu, beaucoup d'entre nous, le climat d'angoisse instauré par le 11 septembre. Eh bien, imaginez qu'il y ait eu aussi un climat d'angoisse généré par la bombe nucléaire et l'escalade avec le gouvernement russe. C'est un miroir déformant qu'on nous montre ici avec The Atomic Café. Un miroir qu'on devrait tous regarder. Il distorde les évidences pour produire un point de vue unique. Le film a une orientation politique, bien sûr. Je trouve que ce n'est pas facile de le ressentir, parce que ce n'est pas forcément notre histoire à nous, Français. Le montage nous aide dans ce cas-là beaucoup. L'idée du film n'était pas de révéler les choses que le gouvernement nous cacherait, mais plutôt de présenter les choses que le gouvernement voulait montrer aux gens à l'époque. Un des pilotes de l'avion, qui a largué la bombe, décrit sa mission avec une froideur incroyable. Un travail parfaitement banal, comme il dit, avec des entretiens de l'époque, tous aussi hallucinants les uns que les autres. Quand vous entendez, par exemple, un prêtre dire qu'il est pour la bombe nucléaire, vous vous dites où on est là? Qu'est-ce qui se passe? Le sujet est très très grave et le documentaire l'approche avec une sorte d'humour noir, en présentant une époque en proie à la violence. C'est un sujet grave et le documentaire le transforme en quelque chose de cathartique pour le spectateur. Le film change de posture et entre dans la satire. Le film présente l'histoire du développement de l'arme nucléaire et la propagande rigolote qui va avec. Les discours des présidents et des hauts placés dans l'administration des États-Unis. Le film ne nous donne pas à voir un espace mais un temps, une époque. Et c'était une satire parce que on attaque les vices et des idées ridicules du monde. Dans cette réalisation collective, le documentaire est sorti dans une volonté de nostalgie, mais aussi de cynisme en Amérique. Le film peut fasciner parce que le spectateur peut détecter l'opportunisme du gouvernement et les réactions de l'époque. Et c'est fou de voir ça maintenant. J'ai lu un témoignage qui écrivait qu'une petite fille a ri aux éclats quand elle a vu le passage où il se passait ceci. Le père qui dit à sa famille « Oh, il y a une explosion, restez couverts dans votre abri pendant quelques minutes et après vous pouvez sortir et commencer à nettoyer les alentours. » C'est ce qui est dit dans le documentaire. À l'époque, ils pensaient que la bombe nucléaire n'était, dommageable que pendant quelques minutes. C'est complètement délirant. La désinformation. Le film a la force
ou la faiblesse d'être un regard d'aujourd'hui. Ça permet le recul, mais on a aussi cette moquerie qui se dégage envers ce qui se faisait, ce qu'on croyait à l'époque. La destruction mutuelle a l'air plutôt amusant à voir maintenant, bien sûr. Mais à l'époque, c'était très pris au sérieux. L'humour dérive un petit peu notre réaction de nous, public moderne, à ce qu'on croit des vieux films de promotion et d'entraînement comme Duck and Cover avec la chanson Duck and Cover, le cartoon des années 50, Burt la tortue. Ouais, une tortue qui s'appelle Burt. C'est un film d'après-coup. Bien sûr, le documentaire est un film d'après-coup qu'on doit regarder avec le recul d'aujourd'hui, avec une distance de sécurité, la juxtaposition d'éléments contradictoires, une note médicale par exemple, attention, le souffle et la terre ne doivent pas entrer dans votre nez ou votre bouche. Et juste après, on a un soldat qui dit « Oh, j'ai la bouche pleine de terre ». Je vous laisse découvrir tous ces éléments qui pullulent dans le documentaire. Il s'amuse beaucoup avec ça. On ne peut pas ignorer le commentaire politique du coup. Ou message politique. J'hésite entre les deux. Mais les réalisateurs font avec The Atomic Café de la propagande pour faire passer une idée. Il nous apprend des choses. Ce n'est pas juste pour dénoncer des choses. C'est un testament de comment la peur fonctionne. La peur répandue par notre gouvernement, les médias et notre ignorance. Le film montre aussi que notre façon de faire de la propagande a bien changé. Maintenant, on rit de ce qu'on faisait avec sérieux à l'époque. J'ai trouvé une interview avec un des réalisateurs, Jane Lauder, où il est souligné le caractère original de l'œuvre, mais il est indiqué quand même des influences que les gens ne connaissent pas forcément, que moi non plus je ne connais pas, je ne prétends pas les connaître. Des gens comme Emile D'Antonio, Bruce Conner ou Philippe Mora. Pour les gens qui connaissent leurs travaux, n'hésitez pas à faire péter votre science en commentaire si vous connaissez ces noms, si vous avez vu des documentaires, si vous pouviez aussi les conseiller. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent les commentaires, conseillez-les moi également. Voilà, je vous rappelle ces noms-là, Emile D'Antonio, Bruce Conner et Philippe Mora. N'hésitez pas, voilà, à me dire si vous connaissez le travail de ces gens-là. Le film a coûté 300 000 $, pour la plupart des dollars financés par les réalisateurs eux-mêmes, des financements aussi un petit peu extérieurs, une production de 5 ans. Alors, ce n'est pas narratif, mais les séquences sont créées pour présenter un propos, comme une compilation de vérités. Sans voix de Dieu, sans voix off bien sûr, et sans scène rajoutée par les réalisateurs, avec de la soundtrack de l'époque, qui contient des morceaux des musiques des thèmes de la bombe atomique créés pendant la guerre froide. C'est donc un film 100% image d'archives, avec une estimation de visionnage du film de 10 000 heures, avec 200 heures utilisées pour faire le montage. Rien de nouveau fut tourné. Pas de commentaires nouveaux, pas de nouvelles interviews. 75% du film est issu d'archives du gouvernement tombées dans le domaine public, donc une utilisation gratuite de ces films. Puis il y a des plans de publicité et quelques royalties de musique. Pour trouver les musiques de l'époque, eh bien Internet n'existait pas en 1982. Ils sont allés chercher à la bibliothèque du Congrès et ont cherché tout ce qui avait un rapport avec le mot atomique. 200 chansons, 17 sélectionnées, permettent des transitions dans le documentaire. Et ces chansons sont censées exprimer l'espoir et les peurs politiques. Les désirs sexuels ont dansé sur de la bombe. Donc des images d'archives, un documentaire d'archives. Les premières images montrent des ingénieurs qui mettent en place la première bombe atomique. Et après avoir testé la bombe au Nouveau-Mexique, les États-Unis l'utilisèrent pour Hiroshima. Le résultat est horrifiant. C'est très bien monté pour le coup. Je sais, c'est pas très précis ce que je dis là, c'est très bien monté. Mais c'est difficile de vous en dire davantage, parce qu'il s'agit seulement ici d'une critique, de vous donner des pistes, un aiguillage sur ce que représente le film. C'est un film qu'on pourrait classer dans le type collage. C'est un rapport de montage qu'il essaye de nous créer entre des images de corps touchés par Hiroshima, brûlés, déformés, donc des corps des Japonais. Et la scène suivante, on a un repas de famille américain. On a une famille américaine bien sympathique qui se fait une dinde. Avec bien sûr le film est en noir et blanc. Hein. Quand tu vois la dinde, t'as presque l'impression que ce que mange le petit garçon américain, c'est un bout de japonais. Hein. Mais c'est, voilà,
Ça, non seulement c'est de l'humour, mais c'est aussi un jeu de montage, un jeu sur les correspondances de formes et de couleurs, au point de créer une troisième image dans l'esprit du spectateur. C'est cette fameuse troisième image qui est la plus importante. La fin est excellente, avec un montage terrible d'une attaque sur les États-Unis. Quelque chose de créé de toutes pièces, uniquement par le montage. Toute la futilité et le ridicule américain déployé sur 1h20 de film est complètement balayé. Je vais m'arrêter là. Pour ma part, c'est un documentaire post-moderne, un montage qui rend compte d'une ironie incroyable, un super documentaire qui vous éduquera un petit peu à une histoire américaine et qui vous montrera aussi ce qu'est un pur montage, un grand travail de recherche. Je lui mettrai un bon 16/20, je pourrais même aller au-delà, mais vraiment c'est un documentaire qui m'a surpris et qui m'a appris des choses. Donc je vous invite à regarder vraiment ce documentaire, The Atomic Café. Alors je n'ai pas parlé tant que ça d'histoire. Beaucoup de choses sont dites sur le documentaire, il est très riche, je n'ai pas parlé de tout. Le documentaire est innovant par son traitement. Après, ça m'a fait du bien de parler aussi d'un petit film. Je devrais faire ça plus souvent, qu'en pensez-vous? En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, si vous avez peut-être d'autres documentaires qui traitent du même sujet. Ou voilà, n'hésitez pas à parler sous la vidéo. Moi, je serai de toute façon très ravi de vous lire et de vous écrire à mon tour. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!